Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis l'hôte de ce podcast et également coach et formatrice en transition de carrière. C'est-à-dire que j'aide des personnes comme toi qui se questionnent sur leur vie professionnelle, à trouver le sens qu'elles souhaitent donner à leur travail et à créer ou rejoindre des expériences de travail qui les font vraiment vibrer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un très beau témoignage de reconversion. Je reçois Anne-Laure Noté à mon micro, qui nous partage sa transition de carrière de consultante dans le domaine de la documentation technique, une vie de working girl à la défense, comme elle le dit elle-même, au métier de masseuse. Alors, comment en arrive-t-on à un virage professionnel à 360 comme celui-ci ? Quelles sont les étapes et les clés pour y parvenir ? La vie professionnelle d'Anne-Laure, c'est l'histoire d'une décennie passée dans les buildings de la Défense, à gravir les échelons, d'abord dans une dynamique épanouissante, mais qui, année après année, a laissé place à une perte de sens et d'énergie totale qui a fini par la clouer au lit pendant plusieurs mois. À l'issue de cette période sombre, Anne-Laure se met à l'écoute de son intuition, de ses besoins et de ses envies afin d'entamer un nouveau cycle professionnel plus aligné. Elle prend la décision de ne plus jamais mettre les pieds à la Défense, se forme à différentes techniques de massage et ouvre un lieu dédié à sa pratique du massage bien-être. Au-delà de son parcours, Anne-Laure nous partage surtout le changement d'état d'esprit qui s'est opéré en elle grâce à sa reconversion. Elle revient sur le soutien qu'elle a reçu, les doutes qu'elle a traversés, notamment pendant la période des confinements du Covid, et la sensation géniale qu'elle a aujourd'hui de ne plus avoir l'impression de travailler. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir le parcours d'Anne-Laure, autant que j'en ai pris à échanger avec elle et à plonger dans son univers. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée, là où vous m'écoutez, et me suivre sur Instagram, @le.tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute! Salut Anne-Laure! Salut Léa! Merci d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt. Avec plaisir. Anne-Laure, on se connaît sans vraiment se connaître. C'est clair. Donc je suis vraiment très contente de te recevoir pour qu'on discute de ta vie professionnelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et que je te pose plein de questions sur ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant, est-ce que tu peux me parler de toi sans parler de ton travail ? Ça va être difficile, mais pourquoi pas? Te parler de moi sans parler de mon travail, ni d'aujourd'hui ni d'hier, j'imagine. Juste moi. Mais moi, je suis aussi une maman, je ne suis pas qu'une travailleuse. Donc, par exemple, je peux parler de la maman. Tout à fait. Ceci dit, je sors un peu de mon rôle de maman puisque j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant. Ils ont 20 ans et 18 ans. D'accord. Et c'est important pour la suite d'ailleurs, ça. 20 ans et 18 ans, donc ils se débrouillent pas mal tout seuls. Ils ont même tendance à plus avoir envie d'avoir une maman sur le dos. C'est là, joue vraiment maman, elle encombre plus qu'autre chose. Donc on s'en S'émancipe. débarrasse. C'est ça. C'est bon, on n'a plus besoin. Là, lâche-moi. Je sais que tu m'aimes, tu me le dis tout le temps, t'es chiante. Bon, d'accord. Donc, le rôle de maman, il se détend aussi. On se détache, même si une maman, ça reste à vie, ça change, ça évolue. On passe de être là tout le temps, être là même à chaque minute de leur vie, à chaque seconde, pour leur apprendre à manger, à s'habiller, pour les habiller, pour faire tout ça. Petit à petit, on lâche, ils s'habillent tout seuls, mais il faut toujours être là quand même, il faut toujours valider, il faut toujours être derrière eux. On connaît tout, toute leur vie, chaque minute qui passe dans la journée, on sait ce qu'ils font, où ils sont, avec qui. Et puis à un moment, tout ça, ça s'arrête. Et même si on existe tous et qu'on est encore tous les uns avec les autres, on ne sait plus ce qu'ils font, on ne sait plus avec qui ils sont. Et c'est comme ça, et c'est OK, et c'est très bien. Et du coup, eux non plus ne savent pas. De toute façon, ils ne savaient déjà pas. Enfants, mais c'est vrai, les enfants, ils ne savent pas ce que font leurs C'est mères. vrai, on découvre plus tard. Ouais. Tu sais. Ah, mais au fait, elle faisait des choses. C'était pas que pour moi. Ben non. Je ne suis pas qu'une mère. Ça, sachez tous que les mamans, elles ont l'air omniprésentes, mais non, elles ne sont pas que des mamans. Pas que, pas que. Donc, il y a aussi la femme, il y a aussi la copine, il y a aussi la danseuse. Mais oui, tout à fait. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais on danse ensemble avec Anne-Laure. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Génial. Et quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui, du coup? Alors aujourd'hui, je suis, donc le terme exact, officiel, on va y aller, sérieusement, c'est praticienne en massage de bien-être et de relaxation. Point. C'est-à-dire? Je suis masseuse. Masseuse, détente, donc rien à voir avec les kinés. Je fais pas du tout le même travail qu'un kiné, je fais pas des massages de réparation, c'est pas du tout thérapeutique, c'est massage, bien-être, détente, ce que beaucoup de gens s'accordent, essentiellement en vacances, mais ceci dit, de plus en plus et je le constate vraiment là, un peu grâce au covid, il faut bien que ça serve à certains. Les gens ont compris qu'il fallait qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils fassent attention à eux, qu'ils prennent soin d'eux et que c'était important et que ça comptait énormément et donc de plus en plus, je trouve les gens, heu, se font des massages, régulièrement, intègrent ça dans leur vie quotidienne. Ce qui manque terriblement à notre culture. Ça existe déjà dans d'autres cultures, Ouais. c'est déjà, le quotidien de beaucoup d'autres. Mmh. Mais nous, en Occident, c'est quelque chose, qui reste dans le domaine du luxe, du petit plus, du plaisir, c'est quelque chose qu'on s'offre vraiment quand on peut se le permettre et exceptionnellement. Mmh. Alors que non, enfin Ouais. non, ça fait partie, Est-ce que tu dirais que ça témoigne aussi quelque chose de la déconnexion du corps qu'on a dans notre société? Mais oui, complètement. Mmh. Ah, tout à fait. Il y a ça, le fait qu'effectivement on est dans le mental à fond, que notre corps, on l'oublie, on l'a totalement oublié là depuis des décennies. Il y a aussi que, bah, on est dans cette société de médecine réparatrice, indispensable, hein. Je vais pas cracher sur la médecine occidentale parce qu'elle est Mmh. indispensable. Mais ça reste une médecine d'urgence, une médecine de réparation effectivement, mais ben, vu que en France notamment, elle est très accessible et c'est génial, je trouve ça formidable parce qu'au moins Mmh. quand on n'est pas bien, quand on est malade, quand on a quelque chose qui va pas et ben, on peut se faire soigner en France et ça c'est formidable. Ouais. Mais du coup, on en oublie de se préserver parce qu'on se soigne tellement facilement quelque part qu'on va pas, faire attention et on va pas, éviter de tomber malade ou éviter de se casser quelque chose. On fonce, on fonce, on fonce. On pousse la machine, au maximum. On tire dessus autant qu'on peut. De toute façon, quand ça va casser, c'est pas grave, on fera réparer. C'est quelle culture? Je pense que tu dois savoir ça puisque tu proposes des massages de différents, horizons, tu nous en parleras. Mais c'est quelle culture, tu sais, où, aller chez le médecin, c'est en préventif? Mmh. J'avais entendu parler de ça, je En crois que c'est Chine. en Chine? Ouais. Ouais, c'est en Chine. La médecine traditionnelle chinoise est totalement préventive et les Mmh. massages font partie d'ailleurs. La médecine traditionnelle chinoise et eux, effectivement, aujourd'hui, un médecin n'est payé que, si le patient n'est pas malade. À partir du moment où le patient est malade et ben D'accord. là, il va aller chez son médecin parce qu'il faut quand même y aller, mais le médecin ne sera pas payé. Waouh! Il ne le paye que en prévention. C'est un paradigme, tout autre. Ouais, c'est ça, bah, oui, c'est une vision différente, une Mmh. façon de vivre différente et ça, oui, depuis que je fais des massages, je suis plongée dedans, plein pot et Mmh. je constate, bah, tout ce que je viens de dire sur la médecine occidentale, et ce que ça entraîne et en plus la la prise en charge qu'on a en France, ce que ça entraîne, je le vois que depuis que je fais des massages. Je le voyais pas avant. J'étais, bah, comme les autres, à tirer, à fond sur la machine jusqu'à ce qu'elle pète et puis, bah, c'est pas grave, je vais chez le médecin, je me fais réparer et puis ça ira mieux. Mmh. Voilà Mmh. et maintenant, ouais, j'ai une autre vision de me dire: «Mais est-ce qu'on pourrait pas éviter tout ça? Est-ce qu'on peut pas essayer d'éviter de tomber malade, éviter de se casser une jambe, éviter de» heu Ceci dit, c'est pas qu'une question de culture, parce que si tu regardes les États-Unis, où justement, la santé n'est pas du tout prise en charge, où là-bas, si tu as pas les moyens, tu te fais pas soigner, bah, du coup, ils essayent de faire en sorte de ne pas tomber malade, de ne pas se casser une jambe. Ils font vachement attention à eux. Mmh. Alors c'est pas pour autant qu'ils vont se faire masser toutes les semaines, hein. Ils en sont pas là non plus, mais ils font attention. Ils font beaucoup plus attention à eux parce qu'ils ont conscience de ce que ça coûte, la santé. Nous, en France, on n'a même plus conscience de ce que ça coûte. Regarde tout bêtement avec le Covid, les PCR, moi je suis allée en faire un et quand je suis allée dans ce labo faire ce PCR, j'ai discuté un peu avec la nana de l'accueil qui me disait: «Mais j'en peux plus, il y a des gens qui viennent tous les jours
en me disant, bah, je m'en fiche, je veux me faire tester. Un test tous les Je jours? veux faire... Ouais, elle disait, mais je me fais tester, de toute façon, c'est gratuit. Et ça montre bien à quel point les gens se rendent pas compte que c'est pas parce que tu le sors pas de ta poche, l'argent, que c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit du tout. Ça coûte de l'argent et c'est nos enfants qui vont le payer, hein, toute cette histoire, je crois. C'est certain. Et en fait, cette notion du coût de la santé, je la trouve trop intéressante. Et j'avais vu je suis un docteur sur Instagram qui s'appelle Doc Amine. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et il avait fait toute une story sur le sujet où il disait en fait, les gens n'ont absolument pas conscience quand je me déplace chez eux, que je leur fais un examen ou que je leur propose de se faire suivre ou d'avoir tel traitement. En fait, ils n'ont pas conscience du coût que ça a. Et ça déconnecte complètement de la réalité du système, en fait. Mais c'est ça, on en est là, on en est à ça. Et moi, je pense que c'est un sujet très compliqué à aborder parce que c'est formidable de ne pas avoir à Oui, c'est payer les incroyable. soins et de pouvoir être pris en charge. C'est génial et j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais ça nous a déconnectés, effectivement. On n'a absolument pas la notion du prix que ça coûte en vrai. Ouais. Et pourtant, on le paye quand même. Il faut bien. Les gens qui viennent te voir, c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont au bout du rouleau. Certains, ouais. Ouais, il y en a. J'ai de tout. J'ai vraiment de tout et ça, c'est génial. C'est ce que j'aime dans ce métier. Il y a vraiment tous les profils, tous les univers. Il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils sont fatigués, ils en peuvent plus, ils ont mal partout, sans comprendre pourquoi. Donc ils se disent, tiens, un massage, ça pourra peut-être me détendre. Et puis ils se rendent, enfin, ça pourra un peu apaiser toutes ces douleurs qu'ils ressentent. Il y en a qui arrivent, ils ont déjà fait toutes les batteries d'examens possibles et imaginables, et il y a quelqu'un comme ça qui leur a glissé, bah tiens, et si vous essayez le massage? Donc ils se disent, bon, bah j'essaye, une énième tentative. Et en fait, ils découvrent que non seulement ça soulage leur douleur physique dans l'immédiat, mais que ça apaise aussi toutes leurs angoisses, toutes leurs... Enfin, des fois, ils m'écrivent 2 jours plus tard et ils me disent, mais Anne-Laure, mais ça m'a fait un tel bien, j'ai dormi, mais ça faisait des mois que je dormais plus et là, j'ai dormi. Ça m'a fait un bien fou, c'est trop bien, je reviendrai. Trop bien. C'est cool. Tu vois l'impact J'adore. direct, quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Puis il y en a, même si c'est purement mécanique, le souci, il y en a, ils arrivent plus à bouger, ils sont coincés. Donc je leur dis, alors moi je suis pas kiné, je suis pas ostéo, hein, je vais juste détendre les muscles, mais faut faire quelque chose. Bah, ceci dit, détendre les muscles, ça suffit quand même à retrouver une certaine mobilité et à leur permettre justement de bouger, de dormir et d'aborder, du coup, éventuellement des soins qu'ils pouvaient même pas envisager avant, tellement ils étaient coincés et qu'ils étaient mal. Ah, Et donc c'est non, génial. c'est chouette. Ouais, c'est chouette, Mmh. c'est génial. Trop bien. Avant de te poser plus de questions sur qu'est-ce que tu offres comme type de massage, comment se passent tes journées, etc., est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais professionnellement avant ta reconversion? Yes. Alors avant, j'étais consultante, dans des grosses entreprises industrielles, dans le domaine de la documentation technique. Grosso modo, j'étais cadre à la défense, la working girl, D'accord. de base, qui intervient dans les grosses multinationales qui brassent des milliards, voilà, un tout autre univers, totalement différent. Je suis très contente d'avoir côtoyé parce que ça permet de relativiser énormément. Enfin, personnellement, moi, ça me permet de relativiser énormément sur tout ce qui se passe dans le monde et de me dire, mais enfin, il y a des choses, c'est du grand n'importe quoi, quoi. T'as eu la sensation des fois d'être sur des projets ou je sais pas, des systèmes qui au final n'avaient pas de sens? Mais totalement, mais tellement, tellement. C'est même que du non-sens. Enfin, c'en est arrivé à un point où c'était plus que du non-sens, quoi, pour moi. C'est et des choses qui se font, des trucs qui se passent où tu te dis: «Mais c'est censé être ces gens-là qui dirigent le monde». Enfin, aux yeux de la majorité du monde, c'est eux qui dirigent le monde et quand tu vois, ce qu'ils font, mais enfin non, en fait, ils valent rien. Enfin, ils valent pas grand-chose. Faut vraiment se détendre. Non, C'est du vent. pas. Ouais. Enfin, Non, c'est pas du sans vent. être du vent. C'est Ouais. pas du vent, mais c'est tellement du grand n'importe quoi que c'est risible. Franchement, c'en est risible. Enfin, Comment t'en es arrivé là, à la base, dans ce genre d'industrie, euh, sur ce genre de alors, poste? c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, enfin, enfant, je me disais toujours que jamais je travaillerais dans un bureau. Donc, je me suis retrouvée à travailler dans un bureau parce que
En fait, par connaissance, je connaissais quelqu'un qui m'a dit: «Bah, tiens, on a besoin de quelqu'un là, 15 jours pour une mission rapide». Moi, je travaillais pas à ce moment-là, donc c'était un peu pour le dépanner, mais moi, ça me dépannait aussi beaucoup et puis finalement, il m'a dit: «Si tu veux, on peut continuer parce que ça marche bien, tu es bien dans ce domaine, j'ai de quoi te faire continuer». C'était un moment où, voilà, j'avais pas de travail, j'avais mes 2 enfants en bas âge et finalement, travailler, en bureau avec des horaires du bureau, c'est assez confortable pour une jeune Ouais. maman. Ça me permettait d'être là les jours fériés, ça me permettait d'être là les week-ends, ça me permettait d'être là les soirs, enfin c'était bien confortable de ce côté-là. Ouais. C'était assez bien payé aussi, donc ça m'a permis de leur donner une vie, chouette quoi, d'avoir de bonnes conditions de vie. Mmh. Donc c'est pour ça que j'y suis restée aussi. C'était un boulot qui me déplaisait pas, même si je sentais bien que j'étais pas forcément à ma place, que c'était pas, foncièrement ce qui me plaisait. Au moins ça me déplaisait pas et je savais que rien que ça, c'est une chance phénoménale. Parce Mmh. que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'aiment vraiment pas ce qu'ils font et ça, je trouve ça très triste et C'était pas une très dommage. souffrance? Non, c'était pas une souffrance. C'était dur parce que je suis une acharnée et que moi, je vais tellement au bout que, quand on est dans un monde où on vous presse et on vous oppresse et que vous-même, vous avez une exigence, au summum, forcément, j'ai pressé le citron, jusqu'au bout du bout du bout du bout, jusqu'à la dernière goutte, ça, c'est clair. Mais au niveau timing, c'était parfait finalement. C'était très bien. J'ai réussi à tenir, ce qu'il fallait que je tienne, Ouais. justement tant que mes enfants avaient besoin de moi Mmh. et c'est là où on revient à ce qu'on a dit à l'intro, ils sont grands. Ils sont grands maintenant, ils ont plus besoin que je vienne les chercher à l'école, donc j'ai pu lâcher. Incroyable. En fait, ce que je trouve très beau dans ce que tu dis, c'est que, hem, moi, je suis vraiment très persuadée qu'il y a des cycles professionnels dans la vie et que chaque cycle vient répondre à un besoin, quelque chose qu'on a besoin, de combler ou d'apporter à soi ou aux autres et c'est ce que tu décris. Mais c'est tout à fait ça, je pense que tout a une raison d'être et que, même si on fait quelque chose où on se dit: «Mais j'ai rien à faire là», si, il y a forcément une raison quelque part et moi, ben voilà, moi ma motivation, heu, je vais rien dire de, ce que ça m'a apporté au niveau intellect, au niveau organisation, même si ça m'a apporté pourtant, hein et ça m'a servi dans ma nouvelle vie actuelle. Mais ma je pense que ma première motivation et j'en avais pas conscience, c'était mes enfants. Mmh. C'est tout, c'était ce confort que je pouvais apporter à mes enfants. Ouais. C'était parfait à ce moment-là. Mmh. Trop bien. C'est le fameux, je sais pas si tu connais ce concept, le fameux why? Mais pas du tout. Alors, Qu'est-ce que c'est dans ça? le milieu des coachs et Ouais. ce milieu du développement, professionnel notamment, je crois que c'est Simon Sinek qui est faudrait que je vérifie, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Qui a initié ce concept. En fait, l'idée pour s'engager dans un projet, c'est de trouver ton why et en fait, ton why, il est pas forcément, directement connecté à ce que tu vas produire. Mais tu vois, là, ce que tu décris, c'est une force, une envie de quand même t'engager dans ce projet, etc. Pas directement parce que l'industrie te passionne, mais parce que derrière, ça te permet de nourrir quelque chose qui est bien plus C'est important pour ça. toi. Ça m'a apporté une qualité de vie qui était celle qu'il fallait à ce moment-là. Et donc, quand tu dis que tu as pressé le citron jusqu'à la dernière goutte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ce milieu-là, moi, je suis ouverte à tous les milieux, hein. J'ai aucun préjugé sur personne, je critique personne et ça peut être difficile partout. Donc on va dire que, le monde des ouvriers, c'est très dur, c'est très physique, c'est ingrat, c'est mal payé, c'est hyper dur et c'est vrai qu'ils douillent, ils souffrent et c'est dur. Les cadres, les ingénieurs, tous ces gens qui travaillent dans les bureaux et qu'on peut regarder aussi, avec beaucoup de mépris en disant: «Ça va, c'est leur vie, c'est facile». Il y a des choses qui sont quand même pas faciles, c'est que quand on travaille dans le mental justement, on n'arrête pas. Un ouvrier, quand il éteint sa machine et qu'il rentre chez lui, la machine elle est éteinte. Voilà. Il y a un stop. Heu, Quelqu'un qui travaille le cadre, voilà, typiquement, ça n'arrête pas. On peut pas arrêter radio mentale comme ça malheureusement, on ne sait pas encore faire, même s'il y en a beaucoup qui travaillent dessus. Et ça tourne non-stop. Ça tourne non-stop et on nous met une pression énorme. Ce milieu-là, justement, ce monde industriel, ils sont toujours dans la course, et ils sont dans une compétition,
internationales, du coup mondiales, tellement énormes, qui sont dans la course au toujours plus vite et toujours moins cher. Et c'est là où j'ai vu des trucs, mais tellement débiles. C'est des contrats qui sont signés où on sait déjà que le planning sera pas tenu, mais c'est pas grave, on apporte un planning pas tenable, mais on montre quand même ce planning-là juste pour remporter le contrat. Et après, on se débrouillera. C'est pas grave. Mais oui, mais se débrouiller comment? Bah, avec des effectifs hyper réduits, un planning hyper court qu'il va falloir tenir quand même avec des effectifs réduits. Donc, ceux qui sont là, eh ben, on va les presser au maximum. Et il y a une pression, mais insupportable, dans ces projets-là, qui du coup se reportent sur des gens qui vont même pas toucher les milliards que ça va rapporter. Mais c'est pas grave, c'est eux qu'on va presser au maximum. Donc, tout est toujours à faire dans l'urgence, tout est prioritaire, tout était... Enfin, voilà, c'est ça, c'est une pression, un stress constant, 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 constant. Ça ne s'arrête pas, c'est non-stop. Ça a été quoi l'impact pour toi, tant sur le plan moral que physique? C'est difficile à dire parce que, enfin, l'impact, alors je peux dire, le point final, ça a été de partir en dépression totale quand même. Donc quand je dis j'ai pressé jusqu'au bout, j'ai tenu ce qu'il fallait, mais je suis partie en dépression. J'étais dans un tel état à la fin, quand, enfin, j'aurais pu tenir encore certainement, mais je pense que ça faisait déjà un moment que je tenais, ça faisait déjà facilement 2, 3 ans en fait que je tirais, que je tenais. Vraiment, je sais pas comment. Et quand j'ai décidé que c'était terminé, bah, j'ai tout lâché. Et ça a été ouais, ça a été catastrophique. Le relâchement, ça m'a valu de plonger vraiment, vraiment bien profond, bien loin. Pour faire très simple et très court et très parlant, pendant 4 mois, j'ai pas pu sortir de chez moi. Ah ouais. Je pouvais pas. Je pouvais pas. J'étais prostrée, coincée. J'allais même plus à la danse. Mais non. Je te jure. Waouh. Même la danse, j'arrivais pas à y aller. Je pouvais pas. Je me forçais. Des fois, je me disais, allez, Anne-Laure, vas-y, bouge, va juste acheter une baguette de pain. C'est à 10 minutes à pied de chez moi. C'était trop. En pleine journée, tout le monde est au boulot, tout le monde est... Tu risques pas de croiser grand monde. Vas-y, bouge. Et je mettais un manteau, une casquette, des lunettes, je me camille. Ouais, c'est ça, je me faisais comme une bulle avec des vêtements. Et en fait, je sortais juste dans la rue, je retournais chez moi tout de suite. J'arrivais pas, je pouvais pas. Il n'y avait plus une once d'énergie, quoi. Il y avait plus une once d'énergie et il y avait une peur. J'avais peur, mais je sais même pas de quoi. J'avais peur des gens, alors que je savais très bien que les gens allaient pas me faire quoi que ce soit, quoi. C'est inexplicable. Je ne comprenais même pas moi-même ce qui m'arrivait. Je m'étais incapable de sortir. Pourtant, je suis pas une fille de base qui fuit les gens en général. J'ai un relationnel assez facile, je pense, mais non, j'avais tellement tout usé T'avais que plus les ressources, en fait. non. Pour rien. Mais c'est ça, j'avais vraiment peur, même ne serait-ce que d'affronter un regard, de croiser un regard, c'est une interaction, et je ne pouvais pas avoir la moindre interaction. J'étais terrorisée par ce risque-là, risquer de croiser le regard de quelqu'un, en fait, c'était pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu as décidé que ça, c'était aller trop loin et du coup, que cette période de ta vie professionnelle, elle allait se Là, c'était terminer. fini. Mais en fait, je l'avais décidé avant. D'accord. Justement, quand j'ai décidé que c'était terminé et que je passais à autre chose, bah, c'est là où j'ai tout relâché. C'est en ça que c'est vraiment une dépression. C'est parce qu'on dit, alors surmenage, burn-out, déprime, machin. Non, moi, je pense que j'ai vraiment fait une dépression. D'accord. J'ai maintenu la pression hyper haute pendant des années. Et quand j'ai décidé stop, j'ai lâché. Et donc après la pression, ça a été la dépression. Vraiment. Le mot prend tout son sens. Ben ouais. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et donc, j'ai lâché prise. Donc, voilà, je me suis retrouvée voilà, pendant 4 mois à être rien. La petite loque, là. Mais je pense que j'avais besoin de passer par là pour justement remettre tous les compteurs à zéro et pouvoir enchaîner sur autre chose, quoi. Et comment a émergé l'idée du massage, du coup? Alors ça a été... Ça, c'est une petite histoire qui est toute mignonne. J'ai toujours massé, papouillé les gens, j'ai toujours été très contact et j'ai toujours beaucoup massé. Mais jamais il m'était venu à l'idée que ça puisse être un métier ou une activité à part entière, quoi. Mais jamais de la vie. C'était comme ça, les amis, les copains, la famille, plus les copains que la famille, mais voilà. Et en fait, j'ai justement une copine qui a eu un gros souci physique et
qui a été un peu privée d'une de ses jambes pendant 3 ans et que j'ai massée. Et c'est elle, en fait, qui un jour m'a dit: «Mais alors franchement, je vois bien que dans ton boulot, là, tu en peux plus. C'est pas possible, quoi. Va falloir que ça s'arrête à un moment et vraiment, tu as un truc dans les mains. Il y a quelque chose qui se passe. Je le sens bien, moi, qu'il y a des trucs qui se passent et tu as de l'or dans les mains. Tu peux en faire quelque chose. Pourquoi tu te lancerais pas? Pourquoi tu essaierais pas? Tu tentes le truc, tu te lances dans les massages professionnellement et puis, ben, si ça marche pas, retour en arrière, c'est pas grave. Mais au moins essaye, quoi». Et donc je l'ai écoutée, j'ai Trop bien. essayé et puis j'y suis encore. Et mais je la Génial. remercierai jamais assez, quoi. Incroyable. J'ai Parce qu'elle m'a fait prendre conscience que ça pouvait être un métier, une activité, enfin ça pouvait être ma vie, quoi. J'arrive pas à dire un travail parce que Oui, tu me vraiment le non. disais en off. Ouais, Ouais. non, je peux pas dire, je dis pas: «Je vais au travail», j'arrive pas à le dire. Alors si de temps en temps je le redis quand même à la maison parce que, faut que je remette les choses à leur place, hein. Quand il y a mon mari, il dit: «Bah moi je travaille». Oui, bah moi aussi en fait, même si, j'ai tendance à dire souvent avant, quand je travaillais, comme si c'était fini. En Fini, fait, ouais. je ne travaille plus, j'ai arrêté de Génial. travailler. Voilà, le jour où j'ai Mmh. décidé que c'était terminé, j'ai arrêté de travailler et maintenant, ben, je vis et je fais quelque chose, j'ai une activité qui me plaît et qui apporte quelque chose aux autres et qui me permet de vivre. Bah, c'est chouette, c'est génial et pour moi, c'est pareil, c'est que comme on parlait de la médecine et de son rapport aux soins et à prendre soin de soi en amont, Mmh. c'est pareil, j'ai changé ma vision aussi de la vie, en fait. C'est plus, cette vie où, ben, on se lève, on va trimer, on va faire ce que notre patron nous dit de faire pour pouvoir avoir un salaire qui va nous permettre de payer notre maison, de payer à manger, de non, moi, j'ai complètement vrillé. Moi, aujourd'hui, alors oui, bien sûr, je me fais payer mes massages, heu, par la majorité, des gens qui viennent se faire masser et c'est ce qui me permet quand même de payer ma maison, mon électricité et à manger. Mmh. Mais j'ai aussi certaines choses et ça, c'est ce que je surkiffe, c'est des échanges, en fait. J'ai des personnes qui viennent se faire masser, qui ne payent pas leur massage, mais qui ont quelque chose à m'apporter en échange et ben, moi, je pense qu'elle m'en voudra pas de dire ça. Aujourd'hui, je paye plus mon coiffeur parce Mmh. que, ben, elle me coiffe et moi, je la masse. On a un échange, en fait, c'est un échange de bons procédés. Mmh. Qu'est-ce que moi, je sais faire? Je fais ça, OK. Toi, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Tu fais ça, bon, bah, très bien. C'est un échange, c'est du troc. Exactement comme, au fin fond de la brousse en Afrique, il y en a un matin, ils vont se lever, ils vont dire: «Bon, bah, mon voisin, il a le toit qui fuit. Moi, je sais réparer les toits, je vais lui faire ça. Puis, bah, lui, ça tombe bien, il fait des poulets, moi j'ai faim et bah, il va me donner un poulet en échange» et Ouais. voilà. Tu sais ce que ça m'évoque tout ça? Ça m'évoque tous les sujets. Tu sais, là, on est rentrée 2022. Il y a eu énormément de brouhaha autour de la décroissance, tout ça. Mais quand tu parles d'échange de bons procédés, moi, ça me fait penser à, tu vois, j'avais un grand-père qui était jardinier Ouais, et il y avait toutes ces histoires de bons procédés, de je m'occupe de son jardin et en échange, il me donne un poulet, tu bah, vois. voilà, c'est ça. Et c'est un retour, enfin, j'ai l'impression que cette, cette hyper croissance, cette hyper productivité qu'on a tous On connue, a atteint la limite là, hein. en fait, l'humain, il peut pas aller au-delà. Donc, on revient à des trucs, en tout cas, une envie de faire plus simple. Ouais, c'est ça, on Mm. revient aux bases. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il y a une prise de conscience, collective de plus en plus sur, donner un sens à ce qu'on fait. Vous regardez le système dans lequel on a fini par arriver. C'est un système qu'on a construit nous-mêmes, hein. Encore une fois, je ne vais pas cracher dessus. On en est arrivé là. C'est nous qui l'avons fait. On ne le doit qu'à nous-mêmes. On est peut-être allé trop loin et il y a besoin de changer tout ça. Et de toute façon, ça va changer. Ça, j'ai totalement confiance. Quand on écoute les jeunes, là, aujourd'hui, le discours qu'ils ont, ils ils vont pas s'enquiller dans le système qui a été mis en place et qui est encore en place parce que, c'est lourd et que il faut attendre que, bah, les anciennes générations, partent Ouais. pour pouvoir avoir un renouveau. Mais c'est en train de se faire. C'est vraiment en train de se faire et justement, c'est aussi ce que j'ai vu quand je travaillais, dans toutes ces grandes entreprises. J'ai vu un peu des jeunes arriver et leur discours était mais tellement tellement beau, tellement porteur, tellement encourageant que j'ai confiance et que je sais que tout ça, ça va changer. Ouais. Ça va changer. Ce matin, je donnais un cours en école de commerce et il y a une jeune,
qui prend la parole. Du coup, je leur posais cette question qui, de base, moi, me semble simple. Et sa réponse m'a vraiment prise aux tripes. Je leur demande quel est votre projet professionnel à 1 an. L'idée, c'était de pouvoir travailler sur cette temporalité-là. Et puis, je dis, s'il y a quelqu'un qui a une difficulté à répondre, n'hésitez pas à le dire, comme ça, on peut en parler. Et donc, elle prend la parole et puis elle dit, en fait, c'est très compliqué pour moi de me projeter à 1 an parce que là, je fais des études en finance, mais je sais que dans 30-35 ans, on sera tous réfugiés climatiques, on vivra plus du tout dans le même monde. Donc, en fait, c'est quoi le but de là, mes études en finance, alors que dans X années, en fait, la vie sera totalement différente, tu vois. Elle a raison. Ouais. Elle a raison. Je sais pas si elle a raison. Peut-être que ce qu'elle dit, ça arrivera que dans 200 ans. Donc, finalement, ça va servir. Mais le truc, c'est que... Mais ça, c'est pareil, c'est pas nouveau. Hein. Là, on va tellement toujours de plus en plus vite que même ma mère... Je suis pas toute jeune, mais même ma mère, quand j'étais jeune, disait « Vous prenez pas trop la tête sur ce que vous allez faire comme métier parce que vous allez faire un métier qui n'existe pas encore. » Et cette phrase, elle résonne encore, mais tellement aujourd'hui, nos jeunes, on leur demande, avec toutes ces réformes de l'éducation nationale, là, on leur demande dès la 3e de savoir ce qu'ils vont faire de leur vie. Parce que dès la seconde, tu choisis des options qui vont orienter toute ta carrière et on leur dit bien fais attention, parce que si tu te trompes, tu gâches ta vie. C'est ignoble, c'est horrible parce que non, mais non, au contraire, apprenez-leur à jongler, apprenez-leur à passer d'un truc à un autre, à s'adapter, à bouger, à changer, parce que ils vont eux-mêmes construire ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils vont eux-mêmes construire des nouvelles choses, des nouveaux horizons, mais dont on n'a absolument pas connaissance, mais qui on est pour leur dire fais attention, te trompe pas. Mais bien sûr qu'ils vont se tromper, et heureusement qu'ils vont se tromper, et que ça va leur permettre d'évoluer, de grandir, et de passer à autre chose, et de créer des nouvelles choses. On est trop rigide encore, quoi. Et puis, nous-mêmes, on l'a vécu. Enfin, je veux dire, Internet, finalement, c'est quand moi, même... j'avais pas Internet, moi, quand j'étais Mais non, mais petite. c'est ça. Et puis, non, mais Internet, c'est arrivé. Moi, j'étais petite, mais quand je suis née, ça n'existait pas. Ouais. Tu vois. Bah ouais. Et au final, la plupart des gens de mon entourage, on travaille sur Internet. Bah voilà. Quand on était en études, c'est très compliqué pour nos parents de projeter des métiers comme les nôtres. Mais que ce soit les parents ou les enseignants ou les conseillers d'orientation, enfin tous ces gens qui vont dire tout ça. Moi, je pense que le grand discours à tenir à tous ces enfants, c'est trouve ce qui te fait vibrer et fonce, quoi. Et n'aie pas peur. Surtout, n'aie pas peur. Vas-y. Tu ne sais pas ce qui t'attend, effectivement, mais personne ne le sait, donc on ne pourra pas t'aider là-dessus. Mais n'aie pas peur. Vas-y, lance-toi. Et au pire, eh ben, tu te casseras la figure et tu te relèveras et c'est pas grave. C'est une stat dont je parle beaucoup sur mon podcast. Alors les gens qui écoutent tous les épisodes, ils vont dire on parle tout le temps. Mais c'est important. C'est une stat du World Economic Forum, je pense, 2017-2018. Il faudrait vérifier l'année. Qui disait que 85% des métiers de 2030, donc c'est dans 8 ans, n'existent pas encore. Mais bien sûr. Donc, évidemment. Après, il y en a qui existeront toujours et qui bien sûr. Qui perdureront et qui seront toujours là. Mais oui, tous ces métiers justement élitistes, comme disait ton étudiante de ce matin, je suis dans la finance, mais à quoi ça va servir? Alors, on peut la rassurer, ça servira forcément parce que déjà d'apprendre toutes les techniques qu'elle apprend en travaillant là-dedans lui serviront et elle pourra les transformer et utiliser ces techniques dans d'autres domaines. Tout à fait. Donc, il faut prendre. De toute façon, il faut prendre tout ce qui se présente. Il ne faut pas se rebuter en disant ça me servira à rien. Si, ça servira toujours. Tout sert toujours. Donc, tout est bon à prendre. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, la finance, je pense pas qu'elle va disparaître. Elle va évoluer, elle va changer. Donc, il faudra pouvoir la suivre. Donc, il faut savoir comment elle fonctionne aujourd'hui pour pouvoir la faire évoluer. Donc, tout servira quand même de toute façon. Faut pas être désespéré. Faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis voilà, encore une fois, pas avoir peur, foncer et faire bouger les choses. On est en pleine évolution, c'est génial. C'est clair. Moi, je trouve ça excitant. Mais Ouais. en même temps, il y a plein de C'est défis. effrayant. Ouais. Je comprends qu'il y en ait que je vais pas trouver le mot. Tu sais, comme le lapin qui est dans les phares, tu vois. Il y en a, ils sont terrorisés, ils voient que ça bouge, ils ont peur de l'inconnu et ils se disent oh mon Dieu, je sais pas où je vais, du coup, oh, je bouge pas. Mais si, bouge, vas-y, avance, c'est pas grave, ça va le faire.
faut avoir confiance. C'est ça qui est difficile. Résilience. Mais il faut avoir confiance. Ça va forcément mener quelque part. Je Donc, suis on avance. tout à fait d'accord avec toi. À partir du moment où ton amie, elle t'a fait prendre conscience de la valeur de ce que t'apportais grâce au massage, ça a été quoi le cheminement? En fait, ça a été OK, déjà, ça a été bon, OK, j'entends ce que tu me dis. C'était pas forcément, la valeur de ce que j'apporte que j'ai entendu, c'était, une possibilité qu'elle me donnait, en fait. Le déclic, ça a été sur, j'ai une possibilité de me sortir de ce dans quoi je suis aujourd'hui et qui me convient plus, qui me va plus et de passer à autre chose. Parce que c'est vrai que ce qui est difficile quand on se rend compte qu'on n'est pas bien là où on est, c'est on peut pas laisser ça sans se projeter sur autre chose. On a besoin de quelque chose, dans quoi se projeter pour pouvoir lâcher. Ça, je pense que c'est assez universel et donc c'est ça qu'elle m'a apporté, elle. Elle m'a apporté elle m'a ouvert une nouvelle porte, en fait. Et du coup, la démarche après, ça a été: «OK, je vais commencer par». Alors, pour tout vous dire, en fait, cette discussion, on l'avait eue, au bord de la plage. Sympa. Ah ouais, nos hommes étaient en train de ronfler à côté de nous. C'était l'heure de la sieste. Nous, on n'était pas du genre à dormir, donc on papotait comme des filles que nous sommes. Et on a eu cette conversation donc en plein été pendant les vacances. Et du coup, je me suis dit: «Moi, bon, elle a pas complètement tort. Je me vois quand même pas tout lâcher comme ça. Je vais commencer par tâtonner le terrain et par faire un». Je regardais déjà, moi, je me voyais pas me lancer dans les massages comme ça, même si c'est possible. Aujourd'hui, malheureusement, en France, n'importe qui peut, se lancer dans les massages professionnellement, sans aucune C'est pas formation, sans encadré. rien faire. C'est pas du tout encadré, c'est pas reconnu, en fait. Donc, D'accord. freestyle, quoi. Tout OK. le monde peut, ouvrir un cabinet de massage demain ou faire des massages à domicile ou sans aucune formation, sans rien savoir à ça. Moi, je voulais pas ça. Moi, il fallait que je sache un minimum, ce que je faisais. Ouais. Je me dis quand même, on touche au corps des gens, c'est pas anodin. Donc, je veux un minimum de formation. Donc, j'ai commencé à regarder ce qui se passait en formation et j'en ai trouvé une en plus, pas loin de chez moi, qui proposait de faire déjà un week-end d'initiation, enfin de formation de base en massage. Et j'avais vu aussi que ça faisait des formations longues, donc sur une année, pour vraiment faire le tour d'un tas de choses. Donc je me suis dit: «Je vais commencer par la formation de base sur un week-end pour déjà voir si vraiment ça pourrait me plaire». Parce Mmh. qu'en fait, c'est bien beau de masser comme ça les copains, les copines, mais se lancer vraiment là-dedans, peut-être que oui, peut-être que non. Donc Mmh. il faut que je vois. Donc j'ai tout de suite programmé ce week-end de formation qui était au mois de novembre pour au moins voir où je mettais les pieds et en fait, derrière, c'est très bête, mais tout s'est enchaîné, mais c'est allé tellement vite. Après ce week-end de formation où j'avais pris, c'était en pleine, période de vacances scolaires, donc en fait, j'avais pris, quelques jours de vacances pour pouvoir faire cette formation. Donc moi, au travail, ils ne savaient pas que je faisais ça. C'était les vacances. Je suis revenue de vacances, donc j'avais beaucoup aimé la formation que j'avais faite les 2 3 jours, m'avait quand même convaincue Mmh. sur le fait que ce domaine m'attirait beaucoup. Et en même temps, c'était très drôle parce que juste avant que je parte en vacances, vraiment le jour où je suis partie donc en vacances, j'ai un de mes supérieurs qui m'avait proposé, quelque chose, enfin une très belle opportunité au travail. D'accord. Il m'avait proposé une embauche en fait. Moi j'étais consultante, j'avais jamais voulu me faire embaucher, mais là quand même je me disais: «Oh ça pourrait être pas mal». Et il m'avait dit: «Écoute, j'ai demandé à ce qu'on t'embauche, sache-le, réfléchis-y, et puis on en reparle quand tu reviens de vacances». Le truc mais énorme quoi. Pendant mes vacances. Parce que du coup, juste pour que je comprenne Ouais, bien, pardon. en tant que C'est vrai que ça va vite. consultante, du coup, tu travaillais à ton compte ou tu faisais partie d'une Alors, agence non, je qui faisais p plaçait ouais, des voilà, c'est consultants? ça. Je faisais partie Mmh. d'une agence de prestataires. D'accord. J'étais placée en mission, j'ai fait plusieurs missions dans différentes boîtes. On m'avait déjà proposé des embauches, mais je voulais pas. J'étais très bien en tant que prestataire parce que justement, ça laissait cette liberté de bouger. Mais je sentais bien, comme quoi, hein, je sentais bien que j'étais à un tournant parce que là, cette fois-ci, on me proposait et je me disais: Why not? Pourquoi pas?» D'accord. Donc oui, effectivement, je pars en vacances. Bon, je vais faire cette formation massage, mais comme ça, quoi. Mmh. Ceci dit, pourquoi pas me faire embaucher pour vraiment, allez, cette fois, on se pose, quoi. Ouais. Et bon, j'ai adoré la formation que j'avais faite en massage.
il y avait quand même le côté sécurité et tout ça qui, à un moment, nous taraude et nous dit: «Allez, il faut se poser à un moment» et donc je m'étais dit: «OK, je vais accepter l'embauche». Je reviens de vacances, j'arrive au bureau, donc à La Défense et là, je croise une collègue qui avait rien à faire là parce qu'elle, elle travaillait à Rueil et que je travaillais on avait 2 pôles, en fait, Rueil et La Défense. On travaillait un peu sur le même genre de truc, elle et moi, justement. C'était vraiment une collègue, mais elle était à Rueil et moi à La Défense et je la vois, quand j'arrive, je la croise dans les toilettes. C'est là où on se croise toujours, hein. Et je la vois, je dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Elle me regarde, elle devient toute rouge et elle me dit: «Écoute, Anne-Laure, ça m'embête, c'est quand même pas à moi de t'annoncer ça, mais en fait, je viens, passer un entretien avec, donc mon responsable direct qui était là, parce que, bah, en gros, bah, ce serait pour ton poste». D'accord. Ah, la douche froide! Alors Waouh! elle, la pauvre, elle était mal à l'aise et je lui dis: «Non mais t'inquiète, pas de souci, t'inquiète, vas-y, va à cet entretien». Et puis, bah, en plus, oui, bah, pourquoi pas? Elle m'a dit: «Non, mais moi, j'en veux pas, quoi. J'en veux pas». Mais elle était déjà interne, en fait donc mon responsable direct de là-bas a dit qu'il voulait m'embaucher, au N+2, qui ne pouvait pas me voir On et l'embrasse. oui, parce que grâce à lui, je suis là où je suis. Donc en vrai, Mugur, merci. Mais ceci dit, lui, il a entendu embaucher Anne-Laure, no way, hors de question, ce sera pas possible. Ils veulent l'argument pour m'embaucher, c'était, d'être rassurée parce qu'ils disaient: «Elle est presta, elle peut partir du jour au lendemain, ça nous rassure pas. Nous, on veut à sa place quelqu'un d'interne, La donc on veut verrouiller. l'embaucher». Et bah, du coup, ce fameux N+2 leur a dit: «Ben, ouais, vous voulez être rassurés? Bah, je vous donne quelqu'un qui est déjà en interne». En gros, c'était ça. Donc la pauvre, elle ne voulait pas de ce job. Eux, bah, du coup, ils voulaient pas forcément d'elle puisqu'ils sentaient qu'elle était pas motivée. Enfin bon, personne n'était d'accord avec tout ça, mais c'est quand même ce qui s'est fait, OK. pauvre. Mais toi, On du bat coup, les ça t'a contre permis tous. de Ah bah, rebondir sur moi, autre ça m'a chose? libérée. Moi, Mmh. ça a été: «Ah ouais? Ben, OK, laissez tomber, on laisse tout tomber, on oublie, je m'en vais. Terminé, terminé». Enfin, je finis correctement, proprement. Donc j'ai tenu jusqu'à fin décembre, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait comme il fallait. Mais c'était, «Stop, on arrête là. Je ne veux plus. Moi, j'arrête là». J'avais ma boîte de prestat qui voulait batailler, qui disait: «On peut rester quand même chez le client, on peut garder le client, il y a moyen de». J'ai dit: «Non, terminé, stop, je veux plus. OK. On en profite, on part». Donc c'est à ce moment-là, en fait, que tu as pris la décision que c'était Ouais, terminé? ouais. Mmh. Ah ouais. Et même avec donc c'était terminé au moins chez ce client-là, j'ai essayé donc j'ai tenu jusqu'à décembre. Après, il y a eu les vacances de Noël. En janvier, j'ai essayé de retourner dans ma boîte de prestat en intercontrat un temps et en fait, c'est là où j'ai réalisé que non, là, c'est là où je me suis effondrée, où le jour où il a fallu retourner bosser, je me suis littéralement effondrée sur le trottoir en pleurs, sur le chemin de la maison à la gare. Donc là, j'ai dit: «OK, il y a un souci». Je retourne chez moi, je vais voir le médecin et c'est à partir de là où j'ai pas réussi à ressortir de chez moi et où j'ai été en arrêt maladie, les antidépresseurs, et tout ça et au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, bon allez, on arrête les frais». J'ai vu avec ma boîte de prestat, ils ont été adorables. Ils m'ont ils m'ont arrangé pour que je puisse quand même toucher le chômage, même si, enfin voilà. Une rupture conventionnelle, ils n'en voulaient pas parce que ça leur aurait coûté trop de sous. Mais ils ont trouvé un moyen pour que je puisse partir et que je puisse quand même toucher le chômage. Ils ont été adorables et voilà. Eux, ils avaient rien demandé, hein, ils voulaient pas me perdre, donc ils avaient pas à payer pour ça. Donc vraiment, ça s'est fait, très, très bien. Ils ont été cool. Ils ont vraiment été cool. Et du coup, j'ai enchaîné, sur le chômage, sur les formations. Du coup, j'ai Ouais. profité un peu du système bah, grâce à Pôle emploi, j'ai pu aussi me payer une formation en massage, longue, vraiment complète et correcte et en plus avoir aussi des formations en, gestion d'entreprise, création d'entreprise. Enfin, j'ai bénéficié de tout ça et c'est génial et c'est chouette et ça m'a porté. J'y suis allée à fond et voilà. Et maintenant, voilà, j'ai mon entreprise, Ouais. je masse, Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant, du coup? ça va faire 3 ans. Ah ouais, Ouais, d'accord. j'ai démarré avec le Covid.
Ok, yes, super timing. Ouais, ah, mais grave. Moi, j'ai fait option start and stop. C'était hyper tendance chez les voitures. J'ai pris aussi mon option pour moi. J'ai ouvert en février, j'ai fermé en mars. J'ai rouvert en mai, j'ai refermé en novembre. Enfin, voilà. Option start and stop, Start j'aime and bien. stop. Ouais. Non, mais c'était génial parce que Enfin, c'était génial. Non, c'était très angoissant, hyper stressant en vrai. Mais en même temps, en gros, des fois, je me disais, mais c'est dingue. Alors, bon, j'ai jamais voulu avoir ma boîte. Moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, ça m'allait très bien d'être salariée. Je viens, je fais mon boulot et je m'occupe de rien d'autre. Et en même temps, ben là, en gros, j'avais ma propre boîte, mais on m'imposait un peu les jours de congé et qui n'étaient pas payés en plus. C'était... J'avais pas le choix. Alors que quand j'étais salariée, ben, c'était moi qui décidais quand je partais en vacances et en plus, j'étais payée, quoi. Là, je me suis dit, c'est vraiment pas intéressant d'avoir sa propre boîte, hein. Est-ce que ça t'a fait douter, cette période? Oui, forcément. Ouais, forcément. C'est bah, déjà monter sa boîte, on doute. C'est hyper vertigineux. Faut être bien entouré. Je n'encouragerais personne euh, à tout lâcher et à foncer tête baissée. Jamais, jamais, jamais. Faut bien préparer son truc. J'encourage les gens à bouger. J'encourage les gens à changer s'ils sont pas bien. Et s'ils ont un projet, je vais leur dire, bah, accroche-toi à ton projet, essaye de le faire, mais le fais pas n'importe comment, quoi. Prépare ton truc, entoure-toi bien de gens, euh, cale-toi bien financièrement, parce que bah, malheureusement, non, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut toujours pouvoir subvenir à ses besoins. Il faut pas y laisser toutes ses plumes, il faut pas tout perdre. Il faut bien se préparer, il faut bien se caler, il faut faire les choses correctement. Mais il faut les faire. Si on peut, il faut foncer, oui, mais pas tête baissée, pas n'importe comment. C'est hyper effrayant. C'est surtout quand on a une famille, on embarque tout le monde avec nous, quoi. C'était une de mes questions pour toi, ça. Est-ce que ton entourage t'a soutenu dans cette reconversion? Mais ouais, et je l'aurais pas fait si j'avais pas eu un entourage qui me soutenait. Ouais, j'ai été hyper soutenue et je n'y aurais... Je pense que j'y serais pas arrivée sans eux. Parce que quand t'es tout seul, parce que du coup tu montes ton truc, t'es tout seul. Tout seul, tout seul. T'as personne pour te dire si ton site il est bien, si le choix que tu fais c'est le bon, si non, t'es tout seul. Tu te débrouilles, tu verras bien, quoi. Et encore, tu verras bien, même pas forcément. Et donc, je pense qu'il y a, en plus, avec cette situation de Covid et cette option start and stop que j'ai prise, si j'avais pas été bien entourée, j'aurais laissé tomber. C'est sûr, c'est sûr. Moi, mon mari, il m'a porté, il m'a accompagnée, mais c'en était à un point. Il croyait tellement en moi que justement, quand il y a eu le deuxième confinement, moi, je lui disais, bon, là maintenant, par contre, là, quand je reprends, si ça reprend pas bien tout de suite, déjà, va falloir que je retrouve un boulot à temps partiel. Faut peut-être falloir qu'on vende la voiture. Et puis, il va falloir que je lâche mon local parce que j'avais trouvé un local, donc je paye un loyer. Je disais non, mais je peux pas. Je peux pas. Enfin, c'est des frais. Ouais. Je lâche mon local, je fais à la maison, je fais du domicile, tant pis. Et là, il m'a répondu hors de question. S'il faut, on vend la maison, mais tu gardes ton local. Waouh! Mais t'es complètement fou. Incroyable! Heureusement, ça a bien repris. Sorti du confinement, ça a explosé. On n'a pas eu à vendre même la voiture, alors qu'on était engagés. C'était, allez, la voiture, on la vend, ça nous fera une petite trésorerie pour tenir quelques mois avec le local. Enfin voilà, on était prêts à faire ça. On n'a même pas eu besoin de le faire, quoi. C'était la première chose qu'on aurait faite. J'ai pas eu besoin de retrouver un temps partiel, alors que j'avais déjà fait les petites annonces. Je savais déjà ce que j'allais faire, hein. Ah ouais, donc il y a eu le process quand même de regarder Grave. Ah, mais les plans B. complètement. Et c'était tout vu, c'était parfait. Il y a des trucs parfaits qui collaient très très bien et qui m'auraient permis de continuer mon activité tout en ayant un minimum de revenus pour assurer justement ce Ouais. loyer à payer. Enfin, oui, le process avait été complètement fait, j'avais déjà tout planifié, je savais quoi faire et j'ai pas eu besoin. Et ça, c'est génial. Ça a été... Comment ils sont arrivés tes premiers clients? Ben, il y en a beaucoup encore où je me demande en fait comment Ah c'est ouais? arrivé. Je sais pas. Les gens que tu connais pas du tout? C'est ça, les gens que je connais pas du tout et qui viennent. Alors, si, il y a un truc où j'ai une chance phénoménale, c'est que justement le local que j'ai trouvé est super bien placé. D'accord. Et pour deux raisons, son emplacement m'apporte du monde. Ceux qui cherchent justement sur Internet avec Google Maps,
il situe tout de suite où c'est. Il voit que c'est facile d'accès, que ce soit en voiture ou en transport, parce que je suis juste à côté d'une gare Ouais. RER. T'es où? Juste à côté de la gare RER de Chatou. Ouais. À côté de Paris. Château-Croissy. Ouais, juste à gauche de Paris. Alors, c'est 78, donc ça paraît très loin, mais c'est qu'à une station de RER du 92. Ok, c'est Franchement, juste c'est un à pont à côté. traverser, quoi. C'est juste à côté. Non, vraiment, c'est Paris. Je suis à 10 minutes de la Défense, en fait, en RER. Mais bon, peu importe. Voilà, c'est hyper accessible en transport, en voiture, parce qu'en plus, il y a un grand parking juste à côté, donc on peut se garer facilement. Et pour ceux qui sont en local vraiment proche, je suis sur une rue très passante qui amène justement à la place du marché, à la gare Ah oui, d'accord. et aux écoles. Il y a une école primaire, 2 collèges, un lycée dans le coin et les gens passent devant ma plaque, parce que du coup j'ai mis une plaque. Et donc ils passent devant ma plaque très régulièrement et ils voient justement aussi massage. Ah, trop bien, on vient de déposer les enfants, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je vais au travail, massage, oh ouais, ça donne trop envie, j'appelle. Nickel. Trop bien. Donc ça m'a amené du monde. J'en suis convaincue parce qu'alors je suis une bille, une vraie tanche en communication, il faut le dire. J'ai essayé, hein, c'est pour vous dire, je me suis fait un compte Facebook le jour où j'ai créé mon entreprise. Je n'en avais pas. Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, je suis pas tout ça. Je suis pas du tout connectée. J'ai quand même fait un compte Facebook, du coup, il y a 3 ans, que j'ai fermé il y a quelques mois parce que de toute façon, ça faisait 1 an que j'y étais pas allée. Ouais. Ça t'a amené personne. Si, je pense que ça m'a quand même amené des gens, mais ça m'a aussi amené beaucoup de tordus. Donc finalement, je regrette absolument rien d'avoir fermé ce Facebook. Ça m'a aussi montré ce que c'est, les réseaux sociaux, parce que je connaissais pas du tout et c'est pas pour moi. J'aime pas. C'est trop, trop de gens, trop de commentaires, trop de trucs, trop de critiques, trop de haine, trop de violence, trop de facilité à critiquer, j'aime pas, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai arrêté. J'ai arrêté Facebook. Il y avait des trucs sympas, hein, pourtant, des choses sympas à partager avec des gens extra, mais non, dans la balance, finalement, Ouais, c'est pas ce qui te convient à toi, ça quoi. me convient pas du tout. Donc j'ai arrêté. Mais du coup, moi j'ai des copines que j'ai connues en massage qui fonctionnent à fond avec ça, qui se font toute leur clientèle par ça. Bah pas moi. J'avoue que on va dire non, c'est vraiment pas ça qui m'aura amené du monde et qui m'aura apporté ma Ah, clientèle. c'est intéressant. C'est intéressant de se dire aussi que De tu vois, tout, ça le existe. local marche très bien Ouais. aussi. Ah mais oui, c'est primordial. Trouver le bon emplacement, c'est super important. C'est très très important. Comment t'appelles ça, ton cabinet? Mon salon, Ton salon, ouais. cabinet, je trouve que ça fait cabinet de toilette. J'aime pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible vu comme Bon, ça. je vais au cabinet. Ouais, Super. ok, j'ai pas envie de savoir. Ferme bien la porte. Non, et puis ça fait aussi cabinet médical. Ah oui, je suis d'accord, ouais. Et je me préserve de tout ça. Je suis absolument pas thérapeute et de toute façon, on n'a aucun droit là-dessus. Ouais. C'est bien signalé, même sur le site, c'est bien signalé que je ne fais rien de thérapeutique. J'en ai aucune légitimité, donc non. Et du coup, oui, cabinet, je trouve que ça fait un peu trop médical aussi. Ça résonne un peu C'est vrai. trop thérapeutique. Moi, non, je ne prétends pas du tout thérapeute. À quoi ressemble une journée type de Anne-Laure aujourd'hui? Et je peux pas le dire parce qu'il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type. C'est différent tous les jours. Bon, maintenant, de plus en plus, il y a des journées qui se ressemblent quand même puisque ça marche de mieux en mieux. Donc, de plus en plus, je vais au salon justement et je masse différentes personnes et je rentre épuisée. On va en reparler. Mais par exemple, aujourd'hui, voilà, j'ai démarré qu'à 11h. Donc, ça m'a permis de faire des choses ce matin à la maison, de promener mon chien en prenant tout mon temps, de m'occuper de mon linge, de faire un peu de ménage, voilà, toutes ces choses qu'on aime tous faire. D'arriver assez tard à mon salon, de préparer ma pièce, de recevoir du monde, de faire mes massages. Après ça, il a fallu que je dise à mon dernier client, bon, bah, je vous laisse parce que je suis attendue et je viens voir Léa et j'enregistre un podcast et c'est génial. Enfin, ça, j'aurais pas pu me le permettre avant. Quand je travaillais, j'avais des horaires qui me permettaient pas de faire ça. Là, je suis libre de faire
d'organiser mon truc un peu comme je veux. Alors attention avec ça. Je dis ça, je suis libre, oui et non. Il faut quand même se tenir à la disposition des gens. C'est un métier de service, C'est donc dans ça. tous les cas, il Je faut peux être pas, dispo. c'est ça. Je peux pas me permettre de dire je vais pas travailler les samedis et puis à 17h j'ai fini. Non, non, bah non, parce que les gens c'est à partir de 18h qu'ils sont dispo à venir se faire masser et beaucoup le samedi aussi. Donc non, ma liberté elle s'arrête un peu là aussi. Bien sûr que je suis libre de dire je m'arrête à 17h tous les jours et je travaille pas les samedis. Maintenant j'aurai peut-être moins de monde. Il faut juste se dire ça, faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du fait que tu massais et puis qu'après tu étais fatiguée. Tu vois, cette question de l'énergie dans les métiers qui demandent de s'impliquer physiquement. Ouais. Donc, toi, en l'occurrence, tu es masseuse, donc j'imagine que ça te demande beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Moi, c'est un sujet qui revient pas mal avec les gens que j'accompagne. Ouais. Il y a beaucoup cette question de la sédentarité, des gens qui ne peuvent plus être derrière leur bureau parce qu'ils ont eu leur dose et qu'ils ont besoin de faire autre chose. Comment est-ce que toi, tu as appréhendé ce sujet de l'énergie, de passer d'un métier de bureau à un métier où tu utilises ta force et ton corps au quotidien, quoi? Bah, franchement, je me suis même pas posé la question. Parce que déjà, je suis une fille assez active, donc de toute façon, même au bureau, en fait, je bougeais tout le temps. En plus, au bureau, c'est vrai que le travail que j'avais, moi, je mettais en place des services et j'étais manager. J'avais des équipes qui étaient un peu partout dans le bâtiment. Et même là, quand je disais, je parlais de ma fameuse collègue, là, on avait un pôle à Rueil, un pôle à la Défense. Je bougeais entre la Défense et Rueil. Et même quand j'étais toute la journée dans le même bâtiment, en fait, je bougeais dans le bâtiment. Moi, je montais les escaliers. En plus, j'évitais l'ascenseur. Quand j'avais un truc à dire à quelqu'un, je me déplaçais. En fait, je prenais pas le téléphone. Ok, donc tu avais déjà ce réflexe. Ah ouais, moi, je bougeais déjà beaucoup. Et en dehors de ça, bah voilà, je fais de la danse. J'ai toujours beaucoup marché. Je bricole énormément. Donc, j'étais pas totalement sédentaire et je me suis même pas posé la question. Ça a peut-être été une erreur, justement, de pas me poser la question parce que du coup, je me suis pas bien préparée. Et c'est vrai que les premières fois où on enchaîne plusieurs rendez-vous de massage dans la même journée, on se rend pas compte forcément tout de suite. Enfin, moi, en tout cas, je me rendais pas compte parce que j'aime tellement ce que je fais que il y a rien qui me pèse. Mais c'est en fin de journée ou en fin de semaine ou même là, en fin d'année, sincèrement, hein, cet été, j'ai attendu les vacances, vraiment avec hâte. Je commençais à ne plus en pouvoir. J'avais plus envie. Et ça, c'est pas bon. C'est le signe. Ah ouais. Non, Quand tu kiffes faire quelque chose, que tu fais avec plaisir toute l'année et que mais tu c'est sens ça. que tu es au bout. Et je savais que je kiffais, mais je savais que le matin, je me disais, ah non, là, j'ai 3 rendez-vous, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça, c'est pas bon, quoi. Là, j'avais trop tiré sur la corde et j'avais pas appréhendé, justement. Ça a été mon erreur. Maintenant, voilà, je l'ai entendu. Je vais faire en sorte de lever un peu le pied, de me ménager un peu plus, peut-être me préparer un peu plus aussi. Ça, c'est important. Faut avoir. Alors, je le dis, j'ai la théorie, je suis pas encore passée à la pratique. Mais c'est le première étape. mais c'est ça, il faut déjà en avoir conscience. Tout à fait. Donc, j'ai pris conscience que mon corps a des limites et que même si j'adore ce que je fais et que je m'y impliquerai toujours avec autant d'intention, j'y laisse quelque chose. Donc, il faut que je fasse gaffe parce que sinon, je vais pas durer. Je vais pas tenir longtemps. Et ça, c'est bête. C'est dommage. Alors qu'il y a certainement plein de petites choses à faire qui finalement coûtent pas tant que ça. Des petits rituels à mettre en place au quotidien. Et vraiment au quotidien. Même si c'est pas tous les jours la même chose, je pense qu'il faut faire quelque chose tous les jours. Déjà pour se préparer physiquement, du coup, tous les jours, on peut dire un jour sur deux, je fais quelque chose d'assez tonique. Un jour sur deux, je fais quelque chose d'assez statique. Ou muscu un jour, étirement le lendemain. Ou enfin voilà, de se consacrer, je sais pas, à 20 minutes ou une demi-heure tous les jours à faire quelque chose qui prépare le corps, qui entretient le corps, parce que c'est notre machine, finalement. C'est ton outil de travail. Ben oui. Ouais. Je veux dire, un ouvrier, il entretient sa machine. Le routier, il entretient son camion. Le cadre, il va entretenir son ordi. Même si c'est pas lui qui le fait, il le fait faire. Enfin, voilà, il faut entretenir sa machine. Donc, quand on travaille avec son corps, faut entretenir son corps.
Et au niveau de l'énergie, oui, effectivement, c'est vrai, les massages, ça prend énormément. Ça donne aussi énormément. C'est un échange. C'est vraiment un échange. Mais du coup, ça bouleverse tout ça. Et il existe aussi des techniques pour se recharger énergétiquement, en fait. Ça Comme quoi, par existe. exemple? Mais des automassages chinois. Mmh. Ouais, J'adore. ça, je Moi, je pourrais suis le très dire. automassage. C'est Je vrai. passe mon temps à me masser le ventre. Bon, Le je peux le dire sur ventre. mon podcast. Euh, Mais oui. je me masse les pieds, je me masse Oh le mon ventre, Dieu, les d'accord. mains. Ah, c'est génial parce que c'est J'adore. ça, les Mm. extrémités, mais le crâne aussi. Alors, Ah il faudra ouais. que je te montre. Parce Ah que, oui, avec mais plaisir. oui, mais il y a une petite routine que j'ai appris justement à la grosse formation que j'ai faite. J'ai fait une grande formation là, annuelle. J'en ai fait plein de petites aussi. Chaque centre de formation a ses petites techniques. Et c'est vrai que moi, là, il y a un automassage chinois qu'on nous a appris qui prend pas beaucoup de temps, qui est assez rapide. Et moi, j'appelle ça la douche énergétique. Il est super efficace. Il est vraiment bienvenu. Je pourrais te l'apprendre Avec parce plaisir. que c'est Carrément. assez facile. Voilà, c'est efficace, ça nettoie et je sens un regain. Et des fois, quand j'ai pas le temps de le faire complètement et que je sens que énergétiquement, là, je suis un peu au bout, je fais juste une partie, en fait. Si je sens un endroit qui a plus besoin qu'un autre, je fais juste une partie et puis hop, on redémarre. Tout va Tu bien. disais que tu avais fait différentes formations. Tu proposes Ouais. quoi comme type de massage? Un peu de tout. Enfin, un peu de tout, ouais. En gros, je propose des massages du monde parce que j'ai appris des techniques qui viennent des traditions d'un peu tout. Donc, il y a le massage californien, suédois, la classique occidental, qui est vraiment typiquement le massage auquel on pense basiquement chez nous. Mais j'ai appris des techniques hawaïennes, balinaises, chinoises, coréennes. Ça, c'est pas connu, mais c'est génial. Je connais pas, non, j'en ai jamais entendu Non. parler. Non, c'est vrai, on connaît pas du tout, hein. Ouais. Et c'est très particulier, Mhm. mais c'est très chouette. On va en parler plus tard. Avec plaisir. J'ai appris des massages en pierre chaude, j'ai Ah appris un peu ouais. d'ayurvédique, les pochons d'herbes médicinales. J'ai appris le massage assis, ça c'est génial en entreprise, ça c'est tip top. Enfin voilà, j'ai appris plein de choses. Donc je propose ces choses que j'ai apprises, mais en vrai, au final, en général, je pars en freestyle. Donc ce que je propose aussi, c'est ce que j'ai appelé l'intuitif. C'est un massage sur mesure où en fait, en gros, tu me donnes la durée du massage que tu veux faire. On parle, de toute façon, je discute toujours avec les gens avant de faire le massage. Comme ça, moi, ça me permet de ressentir un peu le vrai besoin. Parce que souvent, les gens, ils pensent avoir un besoin. C'est pas vraiment celui-là dont ils ont besoin. Ils savent pas. Après, ils ont aussi des envies. Donc, ils me font part de leurs envies. J'entends les besoins. Et ensuite, en gros, moi, toutes ces techniques que j'ai apprises, pour moi, j'ai une énorme caisse à outils. Et une fois que je passe au massage, la personne est sur la table, je ressens les besoins et je vais chercher dans ma caisse à outils la technique qui est Trop bien. adéquate sur l'instant, Tu sur le t'adaptes. moment. Je m'adapte, mais complètement. Et ça, c'est ce que j'ai appelé l'intuitif, en fait. Mon massage intuitif, voilà, c'est à la carte. Si quelqu'un veut 20 minutes sur les pieds, on fera 20 minutes sur les pieds. Enfin, voilà, ça, c'est les envies. Il y a les besoins, il y a ce que je ressens sous mes doigts. Et ben voilà, j'adapte complètement. Donc souvent, je fais le tour du monde en fait sur les Trop gens. bien, j'adore. Et Le bien massage souvent, tour du c'est monde. ça. Mais c'est ça. Mais vraiment, hein. Trop bien. J'utilise un peu de tout. De plus en plus, j'utilise un peu de tout. Ok, super. Anne-Laure, j'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. La première, c'est si quelqu'un nous écoute là et se pose la question d'une potentielle reconversion vers le métier de masseur ou de masseuse, ce serait quoi ton ultime conseil à cette personne? Déjà, tu as vu les étincelles dans les yeux, rien que quand tu dis ça. J'ai vu. Mais grave, mais c'est génial. Allez-y, c'est génial à faire. Je lui conseille quoi? De se former. Parce que vraiment, vraiment, déjà, ça nous apporte plein de techniques, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de mouvements que j'ai appris dans les formations. Et même si après, avec l'expérience, en fait, quand on masse, on crée nous-mêmes aussi nos propres mouvements, d'en avoir déjà pas mal qu'on a appris, c'est génial. Ça, c'est super. On apprend plein de techniques. On apprend à se positionner. Ça, c'est super important pour justement se préserver. On apprend aussi toutes les contre-indications parce qu'un massage,
C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Ça entraîne plein de choses et il y a des contre-indications au massage. Il faut le savoir. Tout le monde ne peut pas se faire masser, malheureusement. Il y a certains cas qui font qu'on va dire non, désolé, je ne vais pas pouvoir vous masser. C'est comme ça. Donc voilà, formation la plus complète possible, parce que juste 3 jours, ça suffit pas à vraiment appréhender tout. Et puis derrière, je conseillerais surtout, alors je sais que c'est pas forcément évident, mais justement d'essayer de trouver un endroit où masser, parce que masser chez soi, recevoir les gens chez soi, c'est beaucoup de contraintes. Et pour soi, et pour sa famille quand on a une famille, et pour les gens, alors c'est pas tant une contrainte pour les gens, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on reçoit chez soi, on reçoit les gens avec aussi toutes les énergies qui sont celles de la maison et du lieu de vie. Et donc, c'est un peu pollué par toutes ces énergies-là. Et puis les gens amènent leurs énergies chez toi. Et les gens amènent leurs Dans énergies l'autre chez sens nous aussi, tout à fait. Ah, mais ça, c'est vrai, hein. Oui. C'est vrai qu'au moins, quand c'est dans un endroit dédié, ben, ça fait sens. Enfin, c'est normal que les gens amènent leurs énergies et c'est OK. Et au moins, quand on repart chez nous, on peut repartir sans ces énergies-là. Et puis on n'embête pas les gens qui vivent avec nous en leur disant je ne peux pas faire de bruit parce que j'ai quelqu'un. Non, ça. Et puis, on n'est pas obligé. Enfin, moi, j'ai une copine là, qui vient d'arrêter de faire chez elle et elle m'a dit mais j'en pouvais plus de faire le ménage tout le temps parce que dès que j'ai les gens qui rentrent, il faut que ce soit nickel. Et puis, je fais attention à ce que je fais à manger pour pas qu'il y ait des mauvaises odeurs. Et puis, enfin, ça entraîne C'est tellement de contrainte, contraintes que je le déconseille quand même si c'est la facilité au départ, parce qu'on ne paye pas de loyer. Non, je le déconseille. Ou alors faire des domiciles, aller chez les gens. C'est pareil, hein, c'est plein de contraintes. Ça peut être très rigolo, très cocasse. Parce qu'on arrive avec notre table et en fait, les gens n'ont pas compris que la table, elle était assez grande. qu'il fallait de l'espace. Mais des fois, on arrive, il n'y a pas de place, mais bon, c'est pas grave, on se débrouille. Voilà, c'est cocasse, c'est rigolo. Donc, dans ton conseil ultime, d'abord la formation et ensuite, quand on se lance, de trouver un lieu qui est dédié à cette activité. Ah ouais. Dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas forcément facile, mais dans la mesure du possible, c'est vraiment l'idéal. Génial. Et du coup, ma dernière question pour toi, Anne-Laure, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, proches, qui tu veux, qui viendrait te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans ? 3 personnes ? Ouais. 3 personnes pour m'épauler, me soutenir, m'encadrer, me rassurer. Bah, du coup, je garde mon mari déjà. Ouais. Hein, un petit peu quand même. Il l'a déjà tellement bien fait jusque-là. Faudrait que je lui dise d'ailleurs, le pauvre. Je suis sûre qu'il n'en a pas conscience. Non, je râle tout le temps. J'ai une vraie bonne femme, quoi. Mais bref, je lui dise à quel point je suis reconnaissante. Donc, mon mari, ça fait 1. Ça va être compliqué, hein. Mon petit frère, je pense, parce qu'il a toujours été de bons conseils, il m'a beaucoup apporté. Il est coach. Donc, il a il connaît plein de choses, plein de techniques qui m'ont aidé. Trop bien. Beaucoup. Donc, dans les moments de doute, ça peut être bien aussi, mon petit frère. Et la 3e personne... La personne à laquelle je pense, du coup, il faut que je dise cette personne-là, parce que j'y ai pensé tout de suite, c'est Sophie. C'était une de mes formatrices, justement, en massage, qui est une femme absolument formidable, qui est déjà, qui a une technique en massage qui est absolument exceptionnelle, qui a des connaissances extraordinaires, qui a beaucoup à apporter, qui est très riche, mais qui est aussi très sensée. Très posée. Et en ça, elle a ce côté rassurant. Donc, elle peut autant apporter plein d'enseignements que de dire aussi, mais en vrai, on s'en fout. Ok. Ah, intéressant. Ah ouais, c'est super important, ça. Savoir lâcher. L'essentiel, ouais. Oui, parce que les formations, je l'ai dit, et j'encourage les gens à aller se former, oui, effectivement. Mais il faut bien savoir que ça ne fait pas tout et que ce qu'on nous apprend, il va falloir savoir le lâcher à un moment.
Il faut pas rester avec tout ce qu'on a appris en formation. Surtout pas, surtout pas. À un moment, il faut savoir dire OK, en fait, en vrai, maintenant, je passe à autre chose. Génial. Donc un board que tu as déjà dans la vraie vie. Ton mari, ton petit frère c'est et une vrai. formatrice que tu as eue dans ton parcours. Bon, voilà, j'ai de la chance. Trop Tout va bien. Génial. Top. Super. Mais écoute, Anne-Laure, merci infiniment pour ton témoignage. Avec C'était plaisir. hyper chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de se faire masser par toi? À Chatou, juste à côté de la gare. Et puis j'ai un site. Ça, par contre, je l'ai fait. Et ça, super. Justement, c'est une des choses que mon travail m'a apporté, c'est d'avoir pu faire mon site toute seule comme une grande. Trop bien. Je le mettrai dans le... Super. Dans les notes de l'épisode. Tout à fait. En bas à droite. Exactement. Et écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci à toi. Avec grand plaisir, vraiment. Pour tout ce que tu fais. Plaisir partagé. Écoute, merci de m'avoir reçue, de m'avoir permis de parler et merci de donner cette opportunité aux gens de s'ouvrir à tout ça et d'avoir toutes ces infos parce que ça rassure forcément. Merci Léa. Merci Anne-Laure. Ciao. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère qu'il vous a inspiré et peut-être même aidé si vous aussi, vous avez envie de vous reconvertir, que ce soit vers le métier de praticienne en massage bien-être ou un autre secteur. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram @le.tilt pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et à me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et si vous voulez aller plus loin pour m'aider sur le podcast, vous pouvez laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. À bientôt!